vous propose une fois de plus de retrouver professeur Raphaël Pitti, qui est anesthésiste réanimateur, professeur agrégé du Val-de-Grâce en médecine d'urgence et de catastrophe et qui a potentiellement fait une bonne partie de sa carrière au sein du service de santé de l'armée française. On le retrouve dans la région qui m'est chère, qui est la région du Grand Est, pour faire un point. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai, donc on est officiellement sorti de ce confinement auquel nous étions astreints depuis quelques jours. Donc pour toi, cette sortie de confinement n'est pas, et l'attitude des citoyens ne nous conduira pas à ce qu'on appelle une seconde vague, comme tu disais, plutôt à des clusters. Oui, c'est ça. C'est le sentiment que j'en ai. Je peux me tromper, bien évidemment, mais c'est le sentiment que j'en ai. Le Covid s'est bien évidemment installé maintenant dans notre pays ou même dans le monde. Il s'est installé. Il y aura certainement des pays qui peuvent avoir des vagues, et je pense spécifiquement aux pays sous-développés en particulier. Il peut y avoir des brusques vagues parce qu'ils ne sont pas en mesure pas d'appréhender, mais lorsque un cluster apparaît, d'être en mesure éventuellement de le circonscrire. Ils ne seront pas en mesure, ils n'auront pas la possibilité de le faire comme nous voulons le faire nous-mêmes, etc., en mettant en jeu, par exemple, les médecins généralistes qui vont pouvoir faire le diagnostic de Covid. Immédiatement, l'ARS va faire son enquête et circonscrire à ce moment-là le cluster pour faire en sorte qu'il ne devienne pas une vague contaminante en même temps et un nouveau pic. Donc, on va maintenant vivre de cette manière-là. À Mulhouse, on a été pris de court. Du même coup, on aurait pu circonscrire le cluster de Mulhouse après ce qui était passé dans la réunion évangélique là. Mais comme on n'était pas prêt du tout, on a laissé les gens repartir un peu partout en France qui ont, à ce moment-là, créé cette poussée épidémique que nous avons connue. Oui. Si nous étions préparés, si nous avions pris conscience en même temps de ce risque, on aurait confiné Mulhouse à ce moment-là. Oui. Et donc, on n'aurait peut-être pas, dans le Grand Est, eu cette vague épidémique dans le Grand Est qui nous a complètement... qui est tombée sur nous, quoi. Oui. On aurait pu faire face. Alors que maintenant, nous sommes préparés, prévenus, et donc ça va permettre justement à chaque fois qu'il y a un cluster qui apparaît, justement de le circonscrire pour éviter justement le pic épidémique. J'en veux pour exemple effectivement que les personnes, la réunion évangélique qui avait eu lieu à Mulhouse a été exportée jusqu'en Guyane, parce que les premiers cas de Covid en Guyane ont été transportés par des personnes qui avaient assisté à cette réunion et qui rentraient. Et tout. Concrètement, dans les hôpitaux français aujourd'hui, est-ce qu'on a levé le plan blanc ou pas ? Non, le plan blanc n'a pas été levé. Il y a encore des malades Covid, bien évidemment, et en particulier dans les services de réanimation, qui sont des patients que nous continuons à suivre et à traiter. Les services de réanimation seront les derniers, certainement, à lever leur organisation Covid, parce qu'il y a encore des malades qui sont dans les hôpitaux environnants, et ces patients qui sont déjà âgés, qui ont déjà plus de 30 jours de réanimation, qui ont toutes les complications en même temps de la réanimation, les maladies nosocomiales, etc., la décompensation de leur propre pathologie chronique qu'ils avaient sous-jacente, fait que c'est la réanimation qui finira par les recevoir, et ça jusqu'à la fin. Donc nous aurons toujours, bien évidemment, je pense que dans les hôpitaux, il y aura toujours un secteur Covid qui va s'ouvrir, d'accord, de manière à recevoir ces cas sporadiques que nous aurons de temps en temps. Et donc une capacité, on va passer d'un plan blanc, tel que là pour l'instant, qui va se maintenir, je pense, jusqu'à la fin du mois de juin, ce plan blanc pour le cas où apparaîtrait un nouveau pic épidémique. Et puis ensuite, on passera dans une situation de semi-plan blanc, c'est-à-dire une structure pour le service d'urgence, pour le service de réanimation et pour les services hospitaliers qui sera affecté au Covid. La différence par rapport au début de l'épidémie, c'est que ces patients qui sont admis en réanimation, vous savez maintenant les prendre en charge. Au début, c'était un petit peu oui, alors bien sûr, c'est vraiment ce qu'il y a eu de tout à fait particulier, c'est que nous étions face à une pathologie que nous ne connaissions pas, bien évidemment. Bien évidemment, nous avons appliqué ce que nous savons faire par rapport au SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte, mais on s'est rendu compte qu'elle avait des particularités, et ce n'était pas à vraiment parler un SDRA comme nous l'entendions, au sens où il y avait une insuffisance respiratoire aiguë, bien évidemment,
il y avait chez ces patients, puisqu'ils étaient en situation d'hypoxémie, c'est-à-dire une baisse du taux d'oxygène dans leur sang, qui pouvait être très, très critique et qui amenait à une intubation en urgence, etc., pour les sauver. Ça, et bien évidemment. Mais on s'est rendu compte qu'en fin de compte, ce n'était pas le versant alvéolaire de qui était mis en l'atteinte cause. Qui était mis en cause, mais c'était le versant vasculaire qui était mis en cause. Et ce versant vasculaire faisait justement qu'il y avait une inflammation, une vascularite, une inflammation des capillaires pulmonaires, mais en général de l'ensemble de l'organisme, avec une coagulation intravasculaire disséminée, d'accord, et donc qui générait justement cette hypoxémie. Et en fait, nous n'avions pas trop de difficultés à les ventiler. On avait surtout un vrai problème dans la diffusion de l'oxygène au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, parce qu'il y avait cette réaction inflammatoire au niveau des vaisseaux, et en particulier cette coagulation intravasculaire, et on voyait apparaître des thromboses, en particulier des embolies pulmonaires, des phlébites des membres inférieurs, des thromboses des gros vaisseaux, etc. On avait bien évidemment une myocardite qui montrait bien l'atteinte vasculaire au niveau des vaisseaux du myocarde. On avait une vascularite. Donc, on avait en vérité une maladie vasculaire avec une manifestation pulmonaire aiguë en lien justement avec l'hypoxémie qui préexistait. Et donc, il nous a fallu modifier notre façon d'appréhender le malade. Et donc, en particulier, savoir d'emblée mettre en route un traitement anticoagulant, prophylactique quand les patients n'avaient pas encore de thrombose, mais à forte dose, d'accord, et mettre un traitement anticoagulant thérapeutique après. Et donc, la particularité, c'est vraiment cet aspect-là de thrombose et de vascularite en lien avec la réaction inflammatoire. Et quels étaient les patients les plus graves? Eh bien, les patients les plus graves étaient ceux qui avaient déjà une atteinte de leur microcirculation, qui, par exemple, le diabétique, qui est connu, bien évidemment, pour avoir une atteinte, ce qu'on appelle la microangiopathie diabétique, une atteinte de sa microcirculation. Qui encore? Les personnes âgées, bien évidemment, qui ont une atteinte de leur microcirculation liée à l'âge. Qui encore? Le malade hypertendu, bien évidemment, qui a une atteinte de sa microcirculation. Qui encore? Le malade obèse, bien évidemment, dans le cadre de sa maladie métabolique, bien évidemment. Donc, on voit que ces 4 groupes de patients qui étaient ceux qui avaient le pire des chances d'évoluer, d'une certaine manière, vers l'aspect critique, étaient ceux qui avaient déjà une atteinte de leur microcirculation. Les services de réanimation se vident peu à peu, c'est-à-dire que le personnel soignant commence à souffler un peu. Oui, ça c'est beaucoup moins tendu. On a des patients maintenant qui ont 30, 40, 50 jours de réanimation. Bon, le pronostic à 50 jours de réanimation, bien sûr, quelques-uns pourront s'en sortir, bien évidemment, mais on a toutes les complications liées à la réanimation au long cours. Ces malades ont nécessité d'être ventilés, ils ont été mis sous cura, et on a toutes les atteintes neuromusculaires liées à l'utilisation des curares au long cours. On a les atteintes fonctionnelles respiratoires, c'est-à-dire qu'une partie de leurs poumons risque d'être atteinte, une partie de leurs poumons, et les patients pourront être difficilement débranchables parce qu'ils ont une insuffisance respiratoire importante qui est liée à l'atteinte d'une partie de leurs poumons. Donc on aura, et puis il y a les surinfections maintenant, les nosocomiales, les escarres, etc. Tout ce que la malnutrition, la dénutrition, même si on a tenté de faire en sorte qu'ils ne soient pas malnutris, donc il y a aussi là-dessus. Donc on a tous ces problèmes qui sont les problèmes maintenant liés à la réanimation elle-même. Et donc, du coup, l'effectif en termes de personnel est toujours aussi important. Vous avez revu où on a renvoyé certains professionnels de santé chez eux le temps de se reposer un petit peu. Oui, bien sûr, parce qu'il y avait par exemple dans le service de réanimation de l'hôpital de Thionville, les gardes étaient doublés.
Ce qui veut dire qu'il y avait en permanence la nuit, les samedis, les dimanches, il y avait en permanence 2 médecins réanimateurs, voire 3 le matin, 2 l'après-midi et la nuit, avec les internes, etc. Donc là, on va repasser à une situation plus calme, c'est-à-dire qu'il y a généralement 2 réanimateurs le matin, les samedis et les dimanches, et puis qu'un seul l'après-midi et la nuit, avec un interne. On va repasser à une situation qui était une situation habituelle, quoi. Et donc, ce qui permettra aux gens de se reposer, de récupérer de surcroît de travail qu'ils ont eu. Il faut voir qu'on travaillait, on faisait 12 heures par jour et on faisait des gardes de 24 heures aussi, pour justement assurer ce doublement, qui est assez lourd. Tu disais tout à l'heure qu'il va falloir s'habituer à vivre avec ce virus, changer nos comportements. Il faudra en tirer leçon, si tu veux, on pourra refaire un point dans quelques jours. Je voudrais qu'on revienne sur la situation de nos amis syriens et la situation à Gaza. On l'avait évoqué pour les uns et les autres. Quelles sont tes nouvelles? Puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, les vols étant, la circulation aérienne étant complètement fermée, il n'est pas possible pour ton équipe, pour l'équipe de l'USSM de partir en mission humanitaire. Quelles sont les nouvelles que tu as de nos amis à Gaza, entre autres? Donc, on est dans une situation où c'est 2 parties, enfin, c'est 2 zones, que ce soit à Gaza, que ce soit la zone de Idlib, mais c'est vrai aussi d'une manière plus large dans tous les pays qui sont dans une situation de pauvreté, malheureusement, où les populations, chaque jour, doivent partir à la recherche de leur nourriture. On pourra parler de l'Inde, du Bangladesh, de ces pays de l'Afrique en particulier, et des pays qui sont en guerre, comme le Yémen aussi, comme Gaza, bien sûr, qui vit un confinement, un blocus très important. Ces populations-là ne peuvent pas être soumises au confinement, c'est impossible, puisqu'il en va de leur propre survie. En les confinant, on les amène à mourir de faim, parce qu'ils ont besoin d'aller vendre sur les marchés les quelques beignets que la mère fait dans sa cuisine et qui sont vendus sur les marchés, ou les quelques poissons qui sont grillés, etc. Si on leur empêche de faire ça, on les condamne à mourir de faim. Et donc, pour la zone de Idlib, bien évidemment, c'est pareil, comme pour Gaza en particulier, où les populations, dès lors qu'on arrête toute activité économique, on les condamne à mourir de faim. Il semble donc impossible d'envisager le confinement. Au mieux, peut-on éduquer la population avec ces techniques de distanciation, des solutions de distanciation, ne pas se serrer la main, ne pas s'embrasser, garder une distance et mettre des masques. C'est au mieux ce que nous pouvons faire. Et c'est ce que nous avons fait, nous, dans la zone de Idlib en particulier, où nous avons eu des réunions avec l'OSSM et par les responsables médicaux de la zone de Idlib. Nous avons eu des réunions par Zoom, bien évidemment, pour leur apporter les informations nécessaires et leur permettre d'élaborer leur propre plan. Alors, on voit aussi que dans la zone de Idlib, 4 200 000 personnes sont dans cette zone, avec 2 800 000 qui vivent sous des tentes. Et donc, le confinement était donc impossible. Deuxièmement, il n'y a que 600 médecins pour 4 200 000 personnes. Il y a la majorité, 80% des hôpitaux ont été détruits entre avril 2019 et décembre 2019, les Russes et le régime. Donc, il n'y a pas suffisamment de structures sanitaires pour assumer leur prise en charge. S'il y avait une épidémie de surcroît, ce serait effroyable. Alors, nous avons développé des cliniques mobiles. Deuxièmement, pour les quelques structures médicales qui existent encore, il fallait surtout qu'elles ne se contaminent pas en elles-mêmes, par elles-mêmes. Et donc, nous avons fait déployer devant les hôpitaux, nous avons fait déployer des tentes qui sont des sas, de manière à ce que les patients qui arrivent ne rentrent pas dans l'hôpital, mais soient admis au niveau du sas pour que l'on sache diagnostiquer les patients Covid et les mettre dans un lieu isolé par rapport à l'hôpital. C'est ce qui a été mis en place. Et puis surtout, c'était la protection des soignants. De manière, on voit le taux de mortalité en Italie, il y a eu quand même 140 médecins en Italie qui sont morts. Et donc, il était important en même temps de protéger les personnels soignants et leur donner les masques, les surblouses dont ils avaient besoin. Voilà le plan, en essayant de leur amener aussi les médicaments dont ils pourraient avoir besoin. Et en particulier du matériel. Il n'y a que 95 respirateurs
dans la zone de Idlib pour 4 200 000 personnes, 95 respirateurs. Et donc, là aussi, essayer de voir comment nous pourrions leur apporter plus de respirateurs, ce qui est quand même relativement compliqué. Et troisièmement, il n'y a que 200 places de lits dits intensifs qui ne sont pas des lits de soins intensifs, mais qui sont simplement des lits de surveillance attentive, je dirais. C'est là où on met les malades les plus graves et où on met 1 ou 2 infirmiers pour les surveiller, parce qu'ils sont graves, tout simplement. Mais on ne peut pas considérer que c'est des services de réanimation. Pour dire la vérité, il n'y a même pas d'appareil à gaz du sang. Or, dans une situation de détresse respiratoire, s'il y a quelque chose qu'on a bien besoin de mesurer, c'est bien les gaz du sang. Et il n'y a pas d'appareil à gaz du sang pour 4 200 000 personnes dans toute la région de Idlib. C'est expliquer en même temps combien nous sommes dans une situation où de grande précarité, tant sur le plan nutritionnel pour cette population, économique que sanitaire. Bien sûr. Nous avons, avec le SSM, avec Médecins du Monde, adressé une tribune au gouvernement français pour faire un appel à la solidarité internationale. On ne peut pas abandonner ces populations en se concentrant sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe, chaque pays s'occupe de son pays, en Allemagne, etc., en abandonnant toutes ces populations qui sont dans une pauvreté extrême et qui sont très, très vulnérables, bien sûr, au Covid. Alors aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que l'on remarque? C'est qu'au fond, il n'y a eu que 3 cas diagnostiqués au total. Et cette population est une population relativement jeune, au fond. Alors même qu'elle est très vulnérable. Elle est vulnérable parce qu'il y a quand même de la malnutrition. Elle est vulnérable parce que c'est une population stressée qui vit dans des conditions extrêmement difficiles depuis 9 ans, bien sûr. Et malgré ça, c'est une population qui semble résister, en tous les cas, au Covid, là. Et heureusement, et je dirais grâce à Dieu. Oui, je rebondissais d'ailleurs effectivement sur le rapport auquel tu faisais référence il y a quelques minutes d'Amnesty International qui accuse la Syrie et la Russie littéralement de crimes de guerre. Hein. L'organisation a répertorié un certain nombre de nouvelles violations au droit humanitaire international au cours de récentes attaques qui ont été menées par le régime syrien et son allié russe dans le nord-ouest de la Syrie, s'attaquant principalement attaquant, s'en prenant à des écoles et des centres médicaux du nord-ouest de la Syrie. Ouais. Oui, mais ça c'est une tactique que nous avons connue déjà depuis 2012. Nous les avons toujours dénoncées. L'ONU s'en est émue, bien évidemment, mais ça n'a jamais été plus loin que ça. Le droit humanitaire international, c'est le droit du plus fort. Et qui est le plus fort aujourd'hui dans cette situation-là? C'est la Russie. Donc le droit humanitaire en soi, il est celui que veut bien le plus fort. Et personne ne veut s'opposer à la Russie. Personne ne peut imaginer condamner la Russie pour complicité de crimes de guerre, et le régime de Assad aussi, de mettre ces gouvernements au banc, bien évidemment, au niveau de l'ONU. Personne n'ose le faire. Nous sommes vraiment dans une situation de lâcheté énorme, là. Et nous laissons faire. Nous laissons faire. Nous condamnons du bout des lèvres, mais nous laissons faire. Lorsque, en août 2013, le régime a utilisé les gaz chimiques contre sa population, tuant une nuit 1400 personnes, femmes, enfants en particulier et vieillards, eh bien, la communauté internationale n'a pas vraiment réagi, simplement en ordonnant aux criminels de détruire son stock d'armes chimiques. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a fait. Et je pense qu'Obama, qui a eu cette action, devra quand même quelque part, face à l'histoire, en payer le prix. Parce qu'on ne peut pas parler constamment de ligne rouge, d'accord, que l'on ne peut pas franchir. Et quand celle-ci est franchie, eh ben, de dire, on va se contenter de dire au criminel de détruire son arme. Et ça suffira. De toute façon, ça n'a pas suffi, puisque en 2015, le régime a de nouveau réutilisé le chimique à Khan Sheikhoun. Et donc, parce que chaque fois qu'il était en situation de difficulté, il n'a pas hésité à utiliser cette arme-là, comme les autres armes qui étaient interdites. Donc, des crimes de guerre ne sont pas seulement celles que nous constatons aujourd'hui, elles le sont depuis 2012. Et puis, Obama ayant été dignement remplacé, on ne peut pas attendre de miracle de son successeur non plus. Absolument. Et il faut voir au fond que le monde a changé dans la mesure où jusqu'à présent, les États-Unis jouaient un peu les gendarmes du monde.
et quelque part, ils assuraient au moins une stabilité de cela. Face à la Russie, et pouvaient être un acteur. Voilà, et face à certaines dictatures du Moyen-Orient, pour les modérer aussi, comme en Afrique, etc., tout en ayant le jeu, hein, je soutiens un tel, voilà, en fonction de mes intérêts, bien évidemment. Mais cela assurait en tous les cas que les dictatures ne pouvaient pas aller aussi loin qu'elles l'auraient voulu, d'accord, parce que nous avons quand même cette notion de démocratie et d'image de la liberté, etc. Donc ça faisait que, au fond, les États-Unis assuraient d'une certaine manière une certaine morale, entre guillemets, je dis bien. Or, maintenant, ils se sont complètement retirés. Et cela laisse monter, à ce moment-là, toutes ces dictatures locales, cette radicalisation en même temps que l'on assiste, etc. Ce qui s'est passé après en Irak, ce qui s'est passé en Libye par les États-Unis eux-mêmes, etc. En Afghanistan, où ils se sont retirés après plus de 17 ans, 20 ans de guerre maintenant, hein, après avoir fait tuer combien de soldats américains, combien de soldats occidentaux ont été tués dans cette guerre en Afghanistan pour rien, puisque maintenant ils se retirent en abandonnant ce pays aux talibans qui ont recommencé maintenant à mettre, voilà, avec des exactions, etc. Donc, on est dans un autre monde qui est en train d'apparaître là maintenant. On est dans un autre monde. Et véritablement, j'en appelle à une défense européenne, parce que nous ne pouvons plus être suivistes des Américains. Et il nous faut, si nous avons une défense des droits de l'homme, si nous voulons défendre la dignité humaine, alors il nous faut être capables par nous-mêmes de défendre. Et il est important que l'Europe ait sa propre capacité de défense, justement, pour faire admettre une nouvelle image, en tous les cas, des droits d'homme. Bon. Nous ne sommes pas en train de créer une défense européenne. On voit au contraire la montée des populistes en Europe, avec la Hongrie, avec la Pologne, etc., qui sont plutôt pro-russes de cette manière de voir. Hein. Qu'est-ce qu'est Poutine, sinon un populiste, aussi bien que Trump, aussi bien que Bolsonaro, aussi bien, etc. Donc on voit la montée au contraire des nationalismes qui apparaît, et donc des égoïsmes, et donc des risques de confrontation et de guerre en Europe, alors que nous devrions être face au réchauffement climatique, face aux dangers sanitaires que nous avons connus. Nous devrions être tous ensemble pour nous battre, tous ensemble dans une solidarité internationale. Là, on voit apparaître de nouveau les confrontations avec des gens comme Trump, avec Poutine, avec Bolsonaro, avec Erdogan, etc. Et donc, le pire est devant nous, mais certainement pas le bon pour l'instant. C'est notre crainte. Je finirai par un symbole, un petit clin d'œil. J'aperçois derrière toi, c'est une photo de notre... C'est absolument, oui. Mais c'est devant le théâtre. D'accord, je ne reconnaissais pas ce jet d'eau, donc je me disais, j'essaie de voir... C'est devant le théâtre. C'est le plus ancien théâtre de France. D'accord. Non, mais je voulais finir sur une note en disant, oui. On parlait d'armes et finir sur la place d'armes. Merci, cher Raphaël. Voulais-tu ajouter quelque chose, s'il te plaît? Non, je voudrais qu'on se préoccupe aussi en particulier des personnes qui sont en situation irrégulière en France. Il y a environ 200 000 personnes en situation irrégulière. Pendant cette période, et en particulier des migrants, des demandeurs d'asile, etc. Pendant cette période, le gouvernement français a hébergé toutes ces populations. Et le risque maintenant, c'est de remettre à la porte des hôtels dans lesquels ils ont été hébergés, etc., tous ces gens, et de les laisser comme ça dans la rue de nouveau. Et donc, nous avons demandé, nous, dans une tribune qui est parue et qui est une pétition en même temps que nous avons adressée au président de la République pour demander la régularisation de ces 200 000 personnes que nous ne pouvons pas de nouveau maintenir dans cette clandestinité dans notre propre pays, d'autant que les frontières sont fermées. Et il paraît inacceptable de les rejeter comme ça, inacceptable sur le plan humain. Alors, à l'exemple du Portugal, qui a régularisé ces personnes, à l'exemple de l'Allemagne qui les a régularisées aussi, nous demandons à la France de régulariser aussi ces personnes qui sont dans cette situation de précarité dans notre propre pays. Et donc, je voudrais que tous nos auditeurs, ceux qui nous regardent, puissent aller chercher cette tribune qui demande la régularisation de ces personnes et de la signer et de la diffuser le plus largement possible. Merci. Merci beaucoup, cher Raphaël. Merci bien. À bientôt. Merci. Merci. Oh, oui. Ben,
Je suis en train d'acheter mon billet là pour venir, mon billet de train avec le coupon obligatoire.